Il regretterait peut-être les bistrots parisiens, même si, comme tout le reste, ceux-ci sortaient du monde. Il en avait beaucoup observé durant son existence, et plus encore ces dernières années. Son acuité observatoire avait accompagné un mouvement exponentiel. Le café était le lieu d'une incertitude de plus en plus certaine. Ces changements changeaient de plus en plus vite. Il lui était encore possible, à l'époque de son accident, de convoquer de tous ses sens son engouement obsolète, mais tenace pour les œufs au comptoir et le jambon beurre, la tartine de rillettes et le patron à grosse moustache, les banquettes en sky et le petit verre de blanc. Ça avait été Paris, plus que de raison sans doute. Ces moments lambinés, ces lectures solitaires et ces soulographies lui étaient apparus toutefois nécessaires. Il fallait savoir perdre, ou embrasser les lèvres d'une fille, rompre et se morfondre, croiser une ancienne maîtresse en feignant de ne pas l'avoir reconnue, réviser ses cours en gestion, arriver en retard au travail, regretter certaines années passées, boire seul, à deux, à trois, faire de nouvelles rencontres. Le café serré du coin de la rue charriait en sa délectable amertume tout ce qui faisait qu'une vie, ses joies ou peines premières, s'ébauchaient loin des obligations extérieures qu'on désignait si souvent par un générique « la vie ». Or il advint qu'il exista de moins en moins de bistrots, au sens originel où l'on entendrait par la suite sa nostalgie. Il observa, dans le courant du basculement de siècle, une mutation splendide et surfaite, un paradis morbide, se répandre dans les artères de la capitale. Il vit avec quelle facilité, une hardiesse flottante et liquide, un aéroglisseur de suffisance, les cafés devinrent des endroits à la mode. Les chaises beige et crème tressées aux terrasses s'effacèrent au profit d'un apparat multicolore et dépareillé. Des tabourets parfois, qu'on jugeait malin d'extraire des cuisines et d'exposer comme une démonstration de gain de place. C'était devenu une vertu, à cause de la crise du logement, ou dans la certitude qu'on les manipulerait plus facilement pour les déplacer ailleurs. Le mouvement aussi, dans son ensemble, s'inscrivait dans ce panthéon de nouvelles valeurs phares, de mangerbouger.fr à ça bouge dans les transports, en passant par le bougisme et l'entrisme. La population des cafés, elle aussi, muta. Elle muta en même temps que muta Paris même. Les cafés se remplirent d'étudiants en école de commerce, de cadres dynamiques, de touristes et de retraités. C'étaient 4 catégories d'individus dont la France regorgeait, Paris n'en produisant qu'un échantillon exacerbé alors qu'on pouvait croire à une concentration. C'était la France d'aujourd'hui ou de demain, mais pas d'hier. On ne vit plus d'ouvriers au bistrot, parce qu'il n'y en avait plus. Pas plus que d'artisans, on ne les voyait jamais. On ne vit plus que rarement des commerçants, qui perdaient l'habitude de prendre 1 heure pour déjeuner et se restauraient au fast-food ou d'un triangle sous cellophane. Plus d'employés, dont les réflexes alimentaires s'apparentèrent à ceux des commerçants. On ne vit plus non plus de mauvais garçons qui préféraient se réunir chez eux ou dans les rues, qui n'habitaient plus la capitale mais sa périphérie. On ne vit plus non plus d'étudiants de la fac de lettres parce que la musique que ces nouveaux cafés diffusaient les gênait pour lire. Plus de professeurs parce qu'il y en avait de moins en moins et qu'eux aussi ils s'étaient exportés en périphérie et qu'eux aussi ils ne pouvaient plus lire et qu'eux aussi s'étaient mis à manger au fast-food. Yvan avait observé en silence, dans un silence compassionnel, une élégie muette, un poème sans nom, un verbe sans son chant. Il avait décelé un point commun entre son silence de sociologue et l'humilité connue, regrettée des anciens bistrots. Ces 2 silences s'opposaient au vacarme de l'immédiateté, aux turgescences orgueilleuses, dévorantes, des fauteuils de velours et des écrans plats de téléviseurs, aux cocktails à nom de capitale du monde, aux salades sorties de leur sachet, à l'ignorance du camembert, à l'absence de pain frais, au sirop de glucose, aux mélopées deep house. Et Paris tout entière hurlait de ce fichu silence. Paris, cette bête jugulée dans l'arrière-cour de lieux festifs et non-fumeurs, de métros sans conducteur et de chaussées interdites aux voitures. Paris émasculé, violé, inverti, dans le calme, comme si cela allait de soi, comme on étouffe les cris d'un supplicié sous les hurlements d'une foule, comme elle plébiscite Barabbas, cette foule immense qui évoluait dans le pire des sommeils, la félicité de l'asservissement, le brouillon biffé d'une fin proche, promise, riante et brusque. Cette lecture est extraite du livre « Nous sommes jeunes et fiers » de Solange Bier-Charton, paru en 2014 aux éditions Stock. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 152 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepé.com, où vous pourrez également découvrir un entretien vidéo avec l'auteur.